On reprend nos travaux sur la persuasion. Vous savez que cette vidéo s'inscrit dans une playlist où j'essaie de faire de vous de meilleurs orateurs. Et je ne vous ai pas oublié, si je n'ai pas fait de vidéo de cette série pendant les dernières semaines, c'est parce que pendant les vacances, je suis beaucoup plus papa que d'habitude. Et donc j'ai moins le temps pour multiplier les vidéos. Alors dans cette vidéo, ce que je voudrais qu'on fasse, regardez les... je crois que c'est des doubles poneys. C'est pas des chevaux, c'est pas des poneys, je crois que ce sont de doubles poneys. Dites-moi si vous avez le terme technique. Oui, c'est ça, ou peut-être des juments, je ne suis pas certain. Bref, ce que je voudrais qu'on fasse dans cette vidéo, c'est je voudrais développer deux métaphores qui me semblent très importantes pour bien progresser en persuasion, pour bien se former à la persuasion, pour comprendre comment ceci fonctionne. Ce sont des métaphores que j'ai développées dans mes ouvrages. Vous savez que j'ai écrit deux livres qui sont, on pourrait dire que ce sont des livres grand public parce qu'ils se sont bien vendus, mais en vérité c'est des livres où j'ai respecté les gens. C'est des livres où je vous parle comme si je parlais à des pairs universitaires. C'est juste qu'il y a une volonté plus pratique que ce que j'ai pu faire dans mes travaux de recherche, mais l'objectif c'est vraiment que vous puissiez devenir très fort en persuasion avec un bon niveau dans le domaine de la persuasion, de la rhétorique, de la dialectique. Vous avez les liens pour choper ces ouvrages si vous ne l'avez pas déjà fait. Le premier s'appelle 12 leçons de rhétorique pour prendre le pouvoir et le second s'appelle Gagner la guerre des idées, 12 leçons de dialectique. Et vraiment c'est voilà, vous ne perdrez pas votre temps en lisant ces ouvrages. Mais donc, dans cette vidéo, je vais vous faire un petit cours sur ces points qui sont très importants. Et donc la première métaphore que je voudrais développer avec vous, c'est celle du philosophe et du chimpanzé. Et la deuxième métaphore que je voudrais développer avec vous, c'est celle d'Ulysse et les sirènes. Donc vous avez une métaphore, celle du philosophe et du chimpanzé. C'est une métaphore pour quand vous êtes en attaque. C'est-à-dire quand vous devez marquer des points, quand vous devez convaincre les gens, quand vous devez changer les comportements. Cette métaphore va vous servir. Et la seconde, Ulysse et les sirènes, eh bien c'est plus une métaphore quand vous êtes en défense, c'est-à-dire pour vous assurer de ne pas vous faire manipuler. Je trouve que c'est beau, non? Enfin, je suis désolé, mais il y a un truc qui me plaît beaucoup dans ce contraste entre le bleu du ciel, le vert de la prairie et puis les petites fleurs jaunes et tout ça. Donc je le vois dans le retour et je trouve que c'est vraiment très beau. J'aime beaucoup ce paysage. Alors on commence par cette métaphore du philosophe et du chimpanzé. Donc l'idée est très simple, c'est que l'humain, quand il justifie une décision, il se prend pour un philosophe, alors que lorsqu'il a pris cette décision, il s'est comporté en chimpanzé. Et je vais donc développer ça. Il y a une très longue tradition philosophique derrière tout ça, mais ça remonte, si vous voulez, au conflit entre les sophistes et Platon. Vous savez, c'est le débat où Socrate, sous la plume de Platon, débat par exemple avec Gorgias et il lui dit « Mais regarde, ta discipline, c'est vraiment n'importe quoi. Tu me dis que tu peux tenir un discours sur la médecine mieux que le médecin alors que tu n'y connais rien en médecine. Donc ça veut dire que ton discours n'est valable que si tu t'adresses à des gens qui n'y comprennent absolument rien. Donc finalement, la rhétorique, c'est une discipline qui ne relève pas de la science, mais qui vise simplement à faire passer de mauvaises idées auprès de gens qui ne sont pas éduqués. Et quand on se représente les choses comme ça, le gros problème, c'est qu'on ne prend pas conscience du fait qu'il y a une différence entre le champ de la conviction, donc à savoir le travail de délibération que vous faites pour pouvoir appuyer vos décisions et vos opinions sur de bons arguments, mais le fait que lorsque vous prenez une décision, ce qui va être prédominant, c'est la motivation à agir. Et dans la motivation à agir, vous le comprenez, il y a émotion. Dans émotion, il y a cette notion de mouvement. Et donc si vous n'êtes pas capable de produire cet élément déclencheur chez le public, vous pouvez donner les meilleures raisons du monde, il n'y aura pas de passage à l'action. Et il y a des recherches, vous savez, là je suis en train de préparer une conférence où je vais parler de la persuasion dans le contexte médical. Vous le voyez très bien. Vous voyez très bien que si vous voulez persuader par exemple les gens de faire un dépistage, vous devez prendre en considération le fait que vous vous adressez à des êtres qui ne sont pas seulement des êtres de raison, mais qui sont des êtres d'émotion. Et donc dans la manière dont on conseille aux médecins de formuler leur message, eh bien il va y avoir des choses qui relèvent des principes de base de la persuasion, à savoir l'éthos, l'autorité du médecin, à savoir le logos, évidemment les arguments
arguments, mais également le pathos, à savoir la disposition émotionnelle dans laquelle on met le public. Et ça peut être des choses très fines, hein, parce que les gens sont... Je vous ai fait une vidéo sur les différences de personnalité. Vous avez des gens qui auront justement plus besoin qu'on leur donne des arguments solides, et vous avez des gens qui, pour agir, auront besoin plus qu'on leur dise, bah voilà, le médecin sait, donc il faut que tu écoutes le médecin. Et l'un n'est pas mieux que l'autre. C'est juste des différences de personnalité. De la même manière, vous avez des gens qui vont être persuadés parce qu'on leur dit « attention, il va y avoir des conséquences très graves si tu n'agis pas ». Et il y a d'autres gens, si on leur dit ça, au contraire, ça va les faire fuir. Et ils vont plutôt être attirés par des messages du type « si tu agis, tu vas avoir des bénéfices ». Donc, tout ça pour dire que cette notion selon laquelle il suffit de faire un bon raisonnement et ça marche, c'est faux. Les gens fonctionnent pas seulement à la raison, mais fonctionnent également à des choses qui relèvent de la disposition à agir. Et par ailleurs, il n'y a pas de raison universelle. Vous avez des variations sur ce qui va marcher auprès de différents publics. Et donc, si vous avez envie de faire un bon travail, vous devez faire un travail qui adapte votre message. Et donc, si on en revient à cette métaphore du philosophe et du chimpanzé, eh bien, la plupart des gens, quand on leur demande, ils vont être absolument convaincus qu'en fait, eux, quand ils prennent des décisions, c'est simplement sur la base de la rationalité, hein. Ils prennent des décisions parce qu'ils avaient de bonnes raisons de le faire. Et c'est la même chose avec toutes les études quantitatives le prouvent. Vous savez, par exemple, quand vous demandez au patron de Netflix le décalage entre ce que les gens disent et ce que les gens font, c'est sidérant. Si on écoute ce que les gens veulent, bah, ils veulent tous des reportages sur l'invention du métier à tisser, mais quand on regarde les programmes qu'ils passent effectivement, qu'ils regardent effectivement, bah ça va être Squid Game. Et quand même quoi, Squid Game, réalisez un petit peu où on en est. Squid Game, c'est vraiment du pain et des jeux. Alors je sais bien, dans Squid Game, c'est une réflexion pour dénoncer, blablabla, mais ça reste un jeu, une espèce de jeu télévisé où les gens se font buter s'ils perdent, quoi. Donc c'est vraiment les jeux du cirque. Et donc on peut essayer d'intellectualiser ça, mais la vérité c'est que les gens aiment ça. Les gens regardent ce qui est spectaculaire, les gens regardent ce qui est un petit peu violent, les gens regardent ce qui est un petit peu, enfin voilà, qui choque. C'est ça qui marche. Alors que si on écoute les gens, ils vont te dire non, non, moi je veux des reportages pour devenir intelligent, parce que je suis très intelligent. Donc en d'autres termes, n'écoutez pas ce que les gens disent, regardez ce qu'ils font. Et c'est la même chose sur mes chaînes YouTube. Je le vois très bien. Des vidéos comme celle-là, où vous avez un titre descriptif et une miniature descriptive, où on fait vraiment un travail de fond, bah ça marche pas. Je le fais parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont regarder ça et que ça va leur être utile. Et parce que je suis aussi un professeur et un éducateur, ça marche pas. Si je veux faire des trucs qui marchent, bah je vais faire des trucs qui rebondissent sur le dernier clash, sur le dernier conflit qu'il y a eu, sur cet événement dont tout le monde parle. Et si j'écoutais les commentaires, je n'aurais jamais été capable de faire des vues sur YouTube. Parce que dans les commentaires, les gens te disent « Oui, ne crois-tu pas que ton titre est un petit peu putaclic, etc. » Alors que quand on regarde les stats, quand on se passe au niveau quantitatif, c'est-à-dire quand on se place au niveau de ce que les gens font effectivement, et ben on réalise que c'est des choses très basiques qui déclenchent le comportement. En l'occurrence, le comportement de cliquer, et ben est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'on a peur de passer à côté de quelque chose? Et est-ce qu'on a l'impression qu'il y aura du commérage, qu'il y aura du clash, qu'il y aura du scandale? C'est ça que c'est là-dessus que les gens cliquent. Donc si on en revient à vous, quand vous êtes dans une position de persuader, gardez toujours à l'esprit que l'humain, quand il justifie une décision, il se prend pour un philosophe. On a toujours pris la décision parce qu'on l'avait décidé, parce qu'on avait la volonté de le faire, parce qu'on avait de très bonnes raisons de le faire. Mais en vérité, ce qui a déclenché la décision, c'est quelque chose de beaucoup plus basique. Et c'est pour ça que si vous voulez vous former à la persuasion, bah vous ne devez pas croire que les mécanismes de l'urgence, les mécanismes de la preuve sociale, ce genre de choses, vous ne devez pas croire que ce sont des choses qui sont vulgaires, c'est ce qui fonctionne. Et ça fonctionne, même si la plupart des gens vous disent « Moi, je suis au-dessus de ça, je n'ai jamais acheté quelque chose parce que j'ai vu une pub », enfin n'importe quoi. Les gens n'ont absolument aucune lucidité sur la manière dont ils prennent effectivement les décisions. Donc ça, c'est la première métaphore. Vous devez bien comprendre que les humains se prennent pour des philosophes lorsqu'ils justifient leurs décisions, même s'ils se sont comportés comme des chimpanzés lorsqu'ils les ont prises. Et donc ça veut dire très concrètement, si vous voulez faire une stratégie de persuasion, n'écoutez pas ce que les gens vous disent, regardez ce que les gens font.
Maintenant, une fois que vous êtes dans la position de défense et que vous avez envie d'éviter les manipulations, je trouve que cette métaphore d'Ulysse et les sirènes est très précise et très intéressante. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Eh ben, c'est Ulysse. Ulysse sait que lorsqu'il sera confronté aux sirènes, au chant des sirènes, il n'aura pas la lucidité nécessaire à résister. Et donc c'est pour ça qu'il dit, moi j'ai envie quand même d'entendre le chant des sirènes, mais je vais m'attacher au mât. Et ça c'est très lucide, à savoir prendre des mesures pour résister à la persuasion avant d'être dans la situation où la persuasion arrive. Parce que lorsqu'il est effectivement confronté au chant des sirènes, eh ben il supplie, il menace, détachez-moi du mât, j'ai envie d'aller m'amuser avec ces belles sirènes. Mais non, il avait pris la décision dans un moment de lucidité de s'attacher au mât et ça lui a sauvé la vie. Et donc vous devez comprendre que pour vous c'est la même chose. C'est-à-dire que vous devez réaliser que votre discernement change en fonction du contexte et que vous avez intérêt, dans les moments où vous avez un discernement qui est solide, de prendre certaines mesures. Donc vous avez des choses sur le très long terme, par exemple faire un testament pendant que vous êtes jeune, c'est une assez bonne idée. Tiens, c'est marrant, il y a un scarabée vert très très beau. Très beau, un scarabée, vous savez les scarabées, c'est peut-être égyptien ça, les scarabées qui sont vraiment vert métallisé, très beau. Mais donc, très important de comprendre que par exemple si on fait un testament avant d'être grabataire, c'est parce qu'on a envie de savoir comment on va répartir notre fortune avant de se retrouver à ce moment où on a 88 ans, on n'a plus toute notre tête et puis on lègue toute notre fortune à l'infirmière qui avait des gros seins, enfin voilà. Désolé de vous dire les choses de façon un petit peu trash, mais c'est, si vous voulez, il y a plein de choses dans votre vie que vous pouvez changer en essayant de vous replonger dans cette idée de la métaphore d'Ulysse et les sirènes. Par exemple, si vous avez envie de perdre du poids et que vous allez courir, vous allez faire votre footing, bah faites votre footing sans votre carte bleue. Parce que si vous faites votre footing avec votre carte bleue, en rentrant, bah, vous allez passer devant une boulangerie et vous allez vous prendre un croissant aux amandes et un coca, par exemple. Parce que vous aurez la dalle et parce que votre discernement ne sera pas le même que quand vous êtes parti courir, que vous n'aviez pas faim. Et c'est très important de réaliser ça, qu'il y a plein de décisions qu'on prend, qu'on ne prendrait pas dans certains contextes si on avait l'ensemble de notre discernement. Donc c'est comme ça que vous allez progresser dans le domaine de la persuasion, à la fois sur le plan de l'attaque et sur le plan de la défense. Réalisez que si vous voulez persuader, vous ne devez pas écouter ce que les gens vous disent, mais vous devez regarder ce qu'ils font et réaliser par ailleurs que même si vous pensez en toute situation, quand Ulysse demande à rejoindre les sirènes, il est absolument persuadé que c'est la meilleure chose à faire. Mais donc ça veut dire qu'il y a certains contextes où nous n'avons pas la lucidité nécessaire à faire preuve de discernement et c'est bien d'anticiper ces situations et de mettre en place un certain nombre de routines qui vous permettent d'éviter de vous faire avoir. Voilà, chers amis, si vous voulez prolonger l'expérience, je vous invite encore une fois à vous procurer mes livres et puis également n'hésitez pas à recevoir les articles que je vous écris pour pouvoir appliquer la persuasion à votre projet, à vos produits, à ce que vous avez envie de partager, ce que vous avez envie de vendre. Et vous avez comme d'habitude tous les liens sous cette vidéo. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.